Écoutez, merci à tous, très heureux d'être là et de pouvoir vous raconter un peu mieux mon quotidien chez Uber Eats. J'ai choisi de vous parler de la fraude. Juste pour me présenter rapidement, je m'appelle Timothée, mais vous pouvez m'appeler Tim. Ça fait 4 ans que je bosse chez Uber. J'ai commencé dans la partie VTC, où je faisais de l'analyse pure sur des sujets marketing. Et il y a maintenant environ 2 ans, j'ai rejoint les équipes Eats, qui était à l'époque une petite entreprise beaucoup plus petite que les VTC, et qui est devenue aujourd'hui beaucoup plus grosse. Et je suis ce qu'on appelle Senior Ops chez nous, et je suis particulièrement en charge de tous les sujets relatifs aux livreurs pour la France entière. Voilà. Donc, j'ai des sujets assez variés, mais qui ont, je dirais, tous comme angle commun le fait qu'on traite la donnée pour essayer d'y répondre. Et comme l'a dit tout à l'heure Joséphine, j'ai choisi 2 exemples pour vous parler un peu de la manière dont on utilise la donnée. La première, c'est la lutte contre le partage illégal de comptes. Et la deuxième, c'est les remboursements des clients. Comment est-ce qu'on utilise la donnée pour déterminer si une demande de remboursement d'un client est frauduleuse ou pas. Vous avez peut-être déjà pratiqué, d'ailleurs, je ne le souhaite pas, mais j'ai commencé par la lutte contre la sous-location de comptes illégale. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on est régulièrement critiqué dans la presse sur le fait que les livreurs qui effectuent les livraisons sont des personnes qui sous-louent illégalement leurs comptes. Alors, pourquoi est-ce qu'on se retrouve dans cette situation? Parce qu'il y a des gens sur le territoire français qui n'ont pas la capacité, soit parce qu'ils sont en situation irrégulière, soit parce qu'ils sont en situation régulière et n'ont pas la possibilité de travailler, de créer un compte sur la plateforme Uber Eats pour devenir livreur. Comme ils ont besoin de travailler, ils pratiquent ce qu'on appelle, nous, la sous-location de compte illégale. Donc, ils vont voir une personne qui a un compte légal, normalement créé sur la plateforme, et cette personne va leur louer le compte. C'est-à-dire que la personne va illégalement utiliser son compte et reverser à son loueur une partie de sa rémunération, entre 30 et 70%. Pour nous, lutter contre le partage de comptes illégal, c'est une priorité, et je dirais que c'est une priorité pour 3 raisons. D'abord, c'est l'obligation légale. On a une obligation de moyens de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour identifier les fraudeurs et les empêcher de se connecter sur la plateforme. Si on ne le fait pas, on est de fait complice d'un travail illégal. La deuxième obligation, c'est l'obligation morale. Pourquoi? Parce que le système que je vous ai décrit, ça peut être apparenté à une forme d'esclavage moderne. Et donc, nous, en tant qu'entreprise, on a la responsabilité morale de lutter contre ce système qui se traduit pour beaucoup de livreurs par une exploitation. Et le troisième, c'est évidemment une obligation de business. Je vous ai mis quelques-unes d'articles, de tweets. C'est Le Monde tout en haut, Elisabeth Borne, ministre du Travail à l'époque, qui a tweeté sur le sujet. Donc, c'est un sujet qui est au centre de l'actualité et qui est un gros risque réputationnel pour nous, qui nous oblige, pour maintenir la pérennité de notre business, à agir. Et alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, vous l'avez peut-être déjà vu, mais il y a eu une enquête exclusive ou un cache investigation qui a porté sur ce sujet-là. Ouais, c'était chez Deliveroo, mais ça concernait aussi Uber Eats. Et donc, ça a été évidemment un accélérateur et on a été amené à renforcer nos actions sur ce sujet du fait de la pression qu'on a eue, notamment suite à ce documentaire. La chance qu'on a eue, c'est qu'on a eu le soutien des équipes américaines et notamment des équipes produits pour lancer des fonctionnalités pour tackler ce problème. Et je vais vous présenter un outil qu'on a lancé, qui a un nom en interne, ça s'appelle Mutumbo. Ouais, je t'en prie. Mutumbo, je ne sais pas si vous aimez le basket, mais ça doit vous parler alors, ouais. Mutumbo, c'était un joueur de basket qui était particulièrement connu pour sa défense. Et chez Uber, on aime bien donner des noms aux produits. Donc, ce produit-là s'appelait Mutumbo, vous allez comprendre pourquoi. Donc, en gros, afin de lutter contre le partage de comptes, on a lancé un outil de reconnaissance faciale en temps réel, donc d'une manière régulière, plusieurs fois par semaine, et de manière aléatoire. On va demander un selfie au chauffeur, au livreur, et on va comparer en temps réel ce selfie avec la photo de profil que le livreur a renseignée lors de son inscription. Donc, c'est assez dingue, c'est fait en temps réel, et je vous ai mis ici un exemple. Donc, voilà, ça c'est Arthur, qui est donc la personne qui a ce compte. Il prend une photo, et en temps réel, vous allez voir que la photo est validée. Sur l'autre exemple, c'est Valentine, qui utilise le compte d'Arthur, qui reçoit une demande de photo, et vous allez voir que comme le visage ne correspond pas, donc voilà Valentine, qui ne correspond pas du coup à Arthur, je pense qu'on peut se rendre compte, l'accès au compte va être bloqué. C'est assez dingue parce que c'est quelque chose qui est fait en temps réel et qu'on est aujourd'hui les seuls à faire et qui fonctionne très bien puisqu'on désactive chaque mois plusieurs centaines de livreurs grâce à cette procédure. Pourtant, vous vous rendrez peut-être compte, le sujet de la sous-location de compte, ça arrive à résister à nos efforts et notamment à ce produit-là. Et donc, on a dû développer de nouveaux outils, plutôt en interne, en France,
pour essayer de lutter contre le partage de compte. Est-ce que vous voyez des moyens, selon vous, maintenant vous connaissez un peu comment l'outil fonctionne, pour passer outre l'outil et continuer à frauder? Yes, la photo, donc photo de photo, c'est ça? Ouais, ça c'est une méthode de fraude, mais notre algorithme, il est très puissant. Et donc, il arrive, les ingénieurs ont dit ça, il arrive à détecter les photos de photos à plus de 90%. Alors, les vidéos, c'est pas possible en gros d'uploader une vidéo. Non, déjà, de mettre un écran devant. Ouais. Une vidéo. Non, ça ne fonctionne pas. En gros, il y a un grain. Donc, à part ça, on a tout vu. On a vu des mecs qui avaient imprimé en A4 la photo du mec, il l'a tenu comme ça. Ça, c'est flagué. On a des mecs qui faisaient des photos de photos. Ça, sur un téléphone ou sur une vidéo, ça, c'est un peu plus précis, mais on arrive à le flaguer aussi. Yes. Est-ce que c'est lié au numéro de téléphone? Parce que du coup, si la personne qui sous nous compte, elle peut très bien s'authentifier avec son téléphone et les autres qui utilisent le compte. Ok. Premier type de fraude, c'est effectivement, j'utilise, donc supposons que Sacha, qui au fond a un compte et que je sous son compte, je reçois une demande de selfie, donc de manière régulière. J'appelle Sacha, je me déconnecte, Sacha se connecte, prend la photo et ensuite je me reconnecte. Ça, c'est un premier type, effectivement, de moyen de passer outre la fraude. Yes, un deuxième. Les gens peuvent ouvrir un compte avec le président, le soulever, donc du coup, on fait directement la photo de la personne avec qui ils vont jouer. Ouais, ça, c'est un très bon point. Effectivement, en gros, Mutumbo, donc notre outil de lutte de reconnaissance faciale, il permet de lutter contre la fraude des personnes qui ont déjà des comptes. Mais il y a effectivement un biais qui est celui que tu as décrit. En gros, je vais créer mon compte avec la photo de profil de la personne à qui je sous-loue. Le problème, c'est qu'on demande une carte d'identité pour s'inscrire. Et on a un autre outil qui nous permet de comparer la photo de la carte d'identité avec la photo de profil. Et donc, s'il y a non-correspondance, dans ce cas-là, la personne ne peut pas activer son compte. Je crains que tu ne puisses pas devenir livreur si tu es. Mais effectivement, c'est un risque de fraude, mais on arrive plutôt à le flaguer. Après, évidemment, on parle de très gros volumes chez Uber Eats, donc il y a toujours des gens qui passent entre les mailles du filet. Yes. Vous détectez les fausses cartes d'identité aussi, quoi. Yes, les fausses cartes d'identité, c'est un sujet important. C'est une revue humaine aujourd'hui de documents. Donc, on a effectivement des agents qui sont traînés pour détecter des fausses cartes d'identité. Après, c'est un challenge, donc il y en a qui passent. Là, on est assez bon, c'est que ce dont on s'est rendu compte, c'est que, en gros, il y a un autre outil qui a été développé qui s'appelle Mona Lisa. Vous avez dit qu'ils aimaient les noms de produits, qui, en gros, donc on demande une photo de la carte d'identité, il va regarder la photo de la carte d'identité et il va plutôt regarder l'inclinaison de la carte d'identité, la couleur du fond, le degré de luminosité. Et toutes ces informations-là, il va les traduire dans une ligne de code. Et quand une personne va uploader un document d'identité, cette ligne de code, elle va être comparée avec toutes les lignes de code précédemment uploadées, ce qui va nous permettre de détecter des documents qui sont potentiellement photoshopés. Donc, c'est quelque chose qui a été lancé assez récemment et qui fonctionne hyper bien. Et en fait, c'était un problème qu'on avait, c'est qu'un agent, il voit une seule carte d'identité. Donc, il a un regard sur une seule carte et il doit déterminer si elle est vraie ou fausse. Mais il n'a pas la vue sur toutes les potentielles autres cartes d'identité qui étaient les mêmes, les photoshopées, qui avaient été uploadées par le passé. Et donc, cet outil a permis aux agents de venir en addition au travail des agents et de flaguer des potentiels patterns de cartes d'identité photoshopées. On parle de plusieurs milliers par semaine chez nous. Du coup, pourquoi vous n'utilisez pas un logiciel, un OCR pour… Ouais, on aimerait bien. Je pense que je pousse beaucoup pour. Après, c'est vraiment des sujets d'intégration technique. Donc, il y a un sujet d'abord, confidentialité des données. Uber, on a une vision qui est de toujours développer les produits en interne. Donc, il y a une époque où on n'utilisait pas, je sais pas, WhatsApp. On avait un truc qui s'appelait YouChat, qui est un espèce de chat. On avait des ingés qui étaient à San Francisco payés pour développer un système de chat, ce qui nous rendait toujours un peu fou. Donc, c'est un peu la vision de développer en interne. Donc, moi, je pousse beaucoup pour qu'on introduise quelque chose comme ça. Après, il y a des difficultés d'intégration dans la mesure où, pour que ça s'intègre dans nos systèmes techniques, IT, il faut que ce soit un move global. Et tout ce qui implique move global implique d'aller convaincre tous les pays du monde de le faire. Et nos capacités de hustle sont un peu trop limitées pour ça. Yes. Combien de temps il faut pour pouvoir faire ça? Si on me demande à 15h, est-ce que je peux attendre d'être rentré chez moi avec le vendeur le soir à 20h pour le faire ou pas?
C'est le deuxième moyen de fraude. C'est effectivement, je reprends l'exemple, donc j'utilise le compte de Sacha. Sacha, donc je reçois une demande. Plutôt qu'appeler Sacha, parce que j'ai compris que ce n'était pas dingue, je vais lui dire « Ok Sacha, est-ce que je peux venir voir ?» Donc je vais prendre mon vélo, je vais aller rejoindre Sacha, il va prendre le selfie de mon téléphone, je vais pouvoir me connecter. Donc les deux types de fraude, c'est du coup celui-ci, et le deuxième que tu as évoqué tout à l'heure, qui est le fait que je l'appelle et il utilise son téléphone pour prendre la photo. Yes. Le déblocage du compte se fait, c'est-à-dire que tu peux friser le compte et il est redébloqué derrière en moyennant une notification que c'est la même personne, ou il attend que tu fasses le selfie check pour… En gros, donc en gros, ce qui se passe ici, c'est la photo n'est pas la même. Donc il y a une revue de l'algorithme. Si l'algorithme fail, c'est envoyé à des agents qui en 1 minute regardent les deux photos et décident si c'est la même personne ou non. Notre process, il fonctionne de la manière suivante. C'est un two-strike process. Si tu te fais flaguer une première fois, tu es désactivé 24 heures. Si tu te fais flaguer 2 fois, tu es désactivé définitivement avec des procédures d'appel qu'on a lancées. Mais en gros, c'est comme ça que ça fonctionne. Dans les chiffres de base, c'est des textes, je sais pas, un manque de luminosité, enfin, la photo. Ouais. Pas vraiment compte la photo, il te fait attendre. Et potentiellement, il a le temps d'aller voir. Ouais. En gros, il y a certaines photos qu'on refuse automatiquement, non pas parce que c'est la même personne, mais parce qu'on se rend compte que la luminosité n'est pas assez bonne. Dans ce cas, on laisse en délai à la personne pour prendre la photo. Yes. Et du coup, alors, la question, c'est un outil que vous avez développé en interne. Ouais. Est-ce que c'est le même outil qui est utilisé pour le check en temps réel versus le check à l'inscription? Non, c'est 2 outils différents. Cet outil-là, Mutumbo, il a été développé en interne, mais on a acheté une partie de la technologie Microsoft, je crois. Et non, c'est un autre outil qui est utilisé pour la fraude à l'onboarding. Et pour la fraude à l'inscription, donc quelque chose que vous pouvez identifier. Non, ça c'est de l'interne aussi. Mais c'est un autre outil. Ouais, c'est un autre outil. Yes. On a peut-être aussi acheté une partie de la technologie papier, mais je crois. On va refaire le contenu du document d'identité, parce que également, on peut avoir le après, il faudra avoir le document d'identité de la personne. Ouais, on pourrait peut-être, mais tu vois, on veut pas. Notre objectif, c'est pas d'ajouter de la friction particulière au livreur. Donc, cet outil fonctionne plutôt bien avec les failles qui ont été identifiées. Et dans l'ensemble, ça fonctionne plutôt bien. Yes. Ouais, bah, ça c'est l'idéal. Ce serait effectivement qu'on ait un Face ID-like pour les chauffeurs et qu'il doit y avoir une reconnaissance faciale pour qu'ils puissent ouvrir l'application. Je pense qu'à l'époque où le produit a été lancé, Face ID n'était pas encore un truc qui a émergé, donc ce n'était pas dans le radar des ingénieurs. Mais je pense que le développement du produit, si on arrive à le faire développer, ça tendra vers quelque chose comme ça, en tout cas j'espère. Yes. Juste, du coup, une question. Qu'est-ce qui provoque en fait la demande de vérification service? C'est quelque chose qui est juste récurrent de manière périodique ou c'est un des événements sur le compte du chauffeur qui fait demander une vérification? Ouais, c'est les deux. En gros, chaque livreur, et on vient de lancer une expérimentation aujourd'hui d'ailleurs, chaque livreur recevra au moins une demande de selfie tous les 7 jours. Et en fonction des comportements des selfies, des livreurs, la fréquence pourra augmenter. Typiquement, si un restaurant indique qu'un livreur n'était pas le bon livreur, ils ont la possibilité de le faire sur la tablette. Vous avez aussi la possibilité de le faire en tant que client. Ça va faire partie des indices qui nous laissent penser qu'il y a un comportement frauduleux et donc que la fréquence à laquelle on va demander les selfies va pouvoir augmenter. Donc il y a une partie qui est effectivement récurrente, 7 jours maximum entre 2 selfies, mais il y a des livreurs qui vont avoir une demande de selfie tous les jours parce qu'on a un faisceau d'indices qui nous laisse penser qu'ils ont eu un comportement frauduleux. Du coup, je complète ma question. Du coup, avec ce faisceau d'indices, c'est quoi? Vous avez un scoring sur chaque livreur pour qu'il soit plus ou moins à risque et du coup faire des contrôles plus réguliers? Le mot scoring, il n'y a pas de communication, mais on collecte des données, effectivement, qui nous permettent de mettre un score au livreur, qui est un score de risque de fraude, qui aura une influence sur la probabilité à laquelle on demande des selfies. Comment est-ce que le restaurateur ou nous, on peut savoir que ce n'est pas le bon livreur? Parce que vous avez la photo, au moment où vous récupérez la commande, où on vous la livre, il y a la photo du livreur, et donc ça permet de voir des décalages. Après, vous pouvez, si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de l'indiquer. Si ce n'est pas le bon livreur, sachant qu'il faut mieux être sûr, parce que ça peut avoir des conséquences sur le compte du livreur. On passe peut-être du coup à la suite. Il y avait du coup 2 cas de fraude qui avaient été identifiés. Donc, je me déplace physiquement chez mon loueur pour qu'il prenne la photo de son téléphone, ou je l'appelle pour
qu'il prenne la photo de son téléphone et que je puisse me reconnecter ensuite. Comment vous feriez en utilisant de la donnée pour essayer d'identifier ces risques, ces fraudes-là? Si on se met par exemple sur le premier cas, à savoir, j'appelle Sacha, il se connecte sur son téléphone et ensuite je me reconnecte. Sacha, peut-être tu veux la prendre? Changement très rapide de géolocalisation par rapport à la connexion. Ok. Des connexions, des points d'interconnexion. Ok. Yes. Ouais. Ok. Numéro de téléphone, distance, yes. D'autres choses, yes. Pardon, le device. Ouais. Yes. Ok. Ben, vous avez l'ensemble. Je vous montrerai ensuite. Je vous ai mis un exemple. En gros, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde dans l'espace de points, qui est le premier point étant le lieu de réception du selfie, et le deuxième point dans l'espace qui est le lieu d'envoi du selfie. Et on calcule la distance entre ces deux lieux à vol d'oiseau, non même pas à vol d'oiseau, avec nos données GPS, et comme on a l'information du temps qu'a pris la personne une fois, pour prendre le selfie une fois qu'elle l'a reçu, ça nous permet de mesurer la vitesse à laquelle il aurait dû aller pour se rendre du point A au point B. Et si on considère que la vitesse est trop élevée, ça signifie que le device a changé, donc il y a un point sur le device, ça signifie que la soumission du selfie est frauduleuse et vient d'un autre device. Donc effectivement, c'est comme ça qu'on lutte contre ce système. Peut-être si on réfléchit du coup à le deuxième type de fraude, à savoir je me déplace physiquement et la personne, mon loueur, prend la photo depuis mon téléphone, comment est-ce que vous feriez pour essayer de flaguer ce type de fraude-là? Yes? S'il change systématiquement un lieu avant de faire cette sur Moi, la récurrence. Ouais, ok, intéressant. Et le temps de latence, ça va Ouais. demander. Ouais, c'est exactement ça. Et ce serait quoi le temps pour vous au-dessus duquel on pourrait avoir des doutes? 30 secondes. Tu vas pas te faire des amis parmi les gamers. Un quart d'heure? Ouais, ok. Yes. Après, il y a plein de cas, en fait, j'avoue que ça semble évident de se dire en 30 secondes, mais en fait, il y a plein de cas où le téléphone du mec est dans sa poche, il n'entend pas forcément, etc. Donc, ouais, donc effectivement, c'est comme ça qu'on fonctionne. Donc, on va regarder le déplacement de la personne et on va regarder le temps de submission. Et aujourd'hui, la limite, est-ce que j'ai le droit de la communiquer? Oui, je crois. On est à 10 minutes. Sachant qu'il faut savoir que ces process-là, ce n'est pas des process où on va striker le compte du livreur immédiatement. Il faut qu'il y ait une certaine récurrence, donc que la personne fasse régulièrement ou ce qu'on appelle nous, des long submissions ou des bounces. Donc des bounces, c'est via notre device. Il faut qu'il y ait, dans les 3 derniers mois, un nombre relativement important de submissions frauduleuses pour qu'il y ait une action sur le compte du livreur. Pourquoi on fait ça? Parce que ce n'est pas l'image que vous avez, mais on a vraiment l'ambition de protéger aussi les livreurs et on pense que si on met des seuils trop bas, on prend des risques et on risque de créer des faux positifs, ce qui est évidemment quelque chose qu'on veut éviter parce que c'est pour beaucoup de personnes qui ont envie de gagner leur vie. On fait attention à ces choses-là et on a évidemment des seuils pour éviter les types de la fraude. Yes? envoyé pendant qu'ils sont en livraison, pendant qu'ils vont chercher ou pas complètement à la fin? Yes, c'est une très bonne question. Parce que c'est un sujet sur lequel on bosse beaucoup. C'est aléatoire, donc ça peut être au moment de la connexion ou entre deux trips. La proportion est aujourd'hui très largement au moment de la connexion. Et on essaie de pousser pour augmenter le nombre de selfies qui sont ce qu'on appelle in-between trips. Dans la mesure où on se dit que c'est plus difficile de frauder dans ces cas-là. Parce que tu peux être avec ton loueur au moment où tu te connectes. Et ça, c'est un cas gonflable. Yes. Ce ne serait pas intelligent de faire ce contrôle, excusez-moi, un moment où on est sur le téléphone à l'avance. Et a priori, à moi, c'est pas le même, il n'a pas d'excuse pour ça. Si, ce serait probablement une bonne manière. Je pense qu'on aimerait tendre vers ça aussi. Voilà. Pour l'instant, on essaie d'augmenter la proportion de demandes de selfie entre les trips, mais on a l'ambition effectivement d'avoir des moments bien précis où la personne est sur son téléphone pour lui envoyer la demande de selfie. Et quand je ne sais pas si la consommation, ça ne prend pas. Ouais. Par exemple, ce sera un moment où on aimerait bien le faire. Après, dans une boîte américaine comme Uber, c'est un combat quotidien de se battre avec les équipes produits pour essayer de les convaincre. Notre seule chance, c'est qu'on ait un très gros marché pour le monde. Mais bon, ça ne suffit pas toujours pour les convaincre. Yes. Alors, quel est le risque de non-détection, mais surtout quel est le risque de fausse détection?
de fraude qui n'en est pas une. Ouais. Dans les algorithmes, c'est pour moi le plus gros problème. Ouais. C'est pour ça qu'on est une revue humaine. Hein, donc, on a des revues humaines. Donc, si la photo ne correspond pas, il y a un agent qui revoit les deux photos, donc le selfie et la photo de profil, pour juger de la correspondance. Donc, il y a une revue humaine, on ne compte pas que sur les algorithmes. Et par ailleurs, la pression de l'algorithme est très bonne. Ça peut faire sourire, mais récemment, on a fait un benchmark total des personnes qui peuvent faire du live check comme ça. Yes. Est-ce que votre algo et votre live check détectent des masques en simultané? Je ne me suis jamais posé la question. Mais... Ça peut paraître bête, mais ça coûte pas très cher. Ok. Et on a beaucoup de prestats qui sont défaillants là-dessus. D'accord. Typiquement, tu achètes un masque en silicone de ton et là, tu as Ok. Bah, je suis pas, j'ai jamais vu de cas. Après, ça ne m'étonnerait pas parce que les personnes qui veulent frauder sont toujours très créatives. Mais peut-être qu'on a déjà eu des cas, donc je poserai la question. Mais parce que tous les prestats actuels qui sont même certifiés PELIT, etc., ils ne sont pas tous infaillibles sur ce sujet-là. Ok. Et les tests, alors après, c'est ça que... Ouais, non, mais c'est un bon point, je poserai la question. Il y en a qui font de la, je ne sais pas si c'est pas de fait, la détection de chaleur, en gros, de chaleur humaine, et c'est comme ça que tu bypasses le truc. Ok. Parce qu'un masque en silicone n'aura pas les nerfs que tu as. Ouais, je vois. Ok. C'est un peu poussé, mais juste pour te dire que ça existe et que ça ne vaut pas grand-chose de faire un masque en silicone. Ok, bah, très cool. Je passe juste à la suite pour pouvoir tout vous présenter. Donc ça, c'est un peu le résultat de ce que je vous disais. Donc effectivement, pour le premier type de fraude, on va analyser le temps de submissions. Donc là, vous voyez un livreur où le score était bon, 91, 92, 88% de correspondance. Donc il n'y a pas eu la tech review est passée, il n'y a pas eu de manual review du coup, parce que la manual review a lieu uniquement quand ça fail. Par contre, le submission time est extrêmement élevé, 18 heures, 21 minutes, 41 minutes. Ça, c'est typiquement des submissions qu'on trouve frauduleuses. Et le deuxième cas, c'est les données GPS. Donc ça, c'est une personne qui a fait des demandes, en gros, qui a envoyé ses selfies. Et en gros, ce dont on se rend compte, c'est que quand on analyse la latitude, la longitude, la vitesse qu'aurait dû avoir le livreur en se rendant du point A au point B était de 234 km/h, ce qui est évidemment douteux, même si les 50 cm3 sont parfois surprenants. Ouais. Comment vous avez ces données? En fait, parce que le téléphone, tu peux refuser de partager tes données GPS. Donc, est-ce que à partir du moment où il est sur l'application, c'est automatiquement activé? Ouais, on log les data, yes. Ok, d'accord. Yes. On est bon sur ce sujet, vous voulez qu'on passe à la suite? Vous avez peut-être d'autres questions? Yes. Et quelles sont les difficultés techniques? Est-ce que vous avez bon d'avoir trouvé les types KPI de détection ou de collectionner les données ou de les traiter en temps réel? Quel est au final ça se passe facile? Non, on n'a pas de difficulté technique, objectivement. La chance qu'on a chez Uber, c'est que toute la donnée est accessible. On peut créer ce qu'on veut à partir des données qu'on collecte. Surtout les données produits. Donc on a accès à toutes les données produits. Donc on peut construire sur la base du produit. Donc il n'y a pas beaucoup de difficultés techniques. La principale difficulté chez Uber en général, sur un peu tous les sujets, c'est quand on construit des choses, on veut à la fois maximiser notre impact, rater le moins de fraude possible, mais on ne veut pas créer le faux positif. Donc trouver le juste équilibre entre l'efficacité de l'outil ou du process et le risque de faux positif, c'est un équilibre constant qui est compliqué à trouver et qui est par ailleurs important de trouver, parce que comme je disais tout à l'heure, à la fin de ces process-là, il peut y avoir la désactivation du compte d'un livreur. Bon, c'est potentiellement l'activité principale. Donc on est très vigilant à cet équilibre. On a toujours tendance à plutôt accepter le fait de rater de la fraude plutôt que créer des faux positifs, même si évidemment on essaie de réduire au maximum. Quel est l'outil statistique utilisé justement pour le éviter le risque de faux? On a des procédures d'appel. Donc en gros, c'est moi qui m'occupe des procédures d'appel. Donc en gros, je sais le pourcentage de coursiers que j'ai réactivés suite aux procédures d'appel. Donc ça me donne un indice du nombre de livreurs qui auraient été désactivés de manière injustifiée. C'est aussi la base sur laquelle on réétudie ces cas pour essayer de mesurer ce qui n'a pas évalué, ce qui n'a pas fonctionné pour ensuite faire évoluer nos process en conséquence. Yes. Les bons, quels sont les faits classiques qui font qu'on pense que tu fais long submissions.
C'est des livreurs qui utilisent plusieurs applications et qui vont du coup ne pas se rendre compte qu'ils ont reçu une demande de selfie et qui vont se réveiller 2 heures plus tard. Donc ça, c'est des cas qui vont être flagués. Donc c'est pour ça que je vous disais qu'il faut qu'il y ait une récurrence, dans les longues submissions pour qu'elles soient flaguées. Alors, selon mon question n'est pas en train d'être utilisée. Pardon? Même s'ils ne sont pas en train d'utiliser, ils peuvent avoir la demande de. Non, ils sont en train de l'utiliser, mais parfois les personnes l'utilisent, mais même simplement dans leur poche en attendant qu'elle sonne, ce qui signifie qu'ils ont reçu une nouvelle commande sans forcément regarder leur téléphone. Donc dans ce cas-là, ils peuvent rater des demandes de selfie qu'ils ont. C'est pour ça qu'on est très vigilant. Yes. Je me souviens plus si tu l'as déjà dit, mais vous avez quel taux du coup de. Alors, c'est là qu'il y a la limite de ce que je peux vous dire. Donc, je ne peux pas vous communiquer un taux précis, mais il est excellent. Voilà, c'est ce que je pourrais vous dire. Non, en fait, ma question c'était plutôt, certainement pas le communiquer, mais ça me permet du coup beaucoup de comptes. On en fait plusieurs centaines par an. Yes. Depuis quand 2019. 2019. Ouais. Et donc, tu as senti nécessairement un impact très rapide. Non, parce qu'au début, le produit n'était pas terrible. Et donc, on n'avait pas lancé ces process. Je viens de vous parler que ce sont des process qu'on a développés uniquement en France. Donc, le produit était pas mal, mais c'était facile de le contourner. Du coup, non, il n'y a pas eu de changement immédiat, de pic, etc. Ça a vraiment été progressif. Yes. Peut-être une dernière question, comme ça on passe à la suite, savoir. Vas-y, je t'en prie. Deliveroo, ils font comment? Il faut leur poser la question. Mais ils n'ont pas de système de reconnaissance faciale. Donc, voilà. J'ai envie de vous dire qu'on est les meilleurs acteurs sur le sujet. Je ne me doute pas ce petit plaisir. Mais on espère qu'ils vont le développer, puisque la mauvaise perception on suit tous le fait que Deliveroo n'ait pas des outils comme ça, parce que la perception des autorités de la presse, elle ne se fait pas au niveau des acteurs, elle se fait au niveau du secteur. Donc on milite pour qu'ils le fassent. Voilà. Oui, dernière du coup, ça va. Ouais. Il n'y a pas de photo du livreur? Ah, j'ai jamais commandé. Cool, je passe à la suite. Identifier les clients frauduleux, c'est le deuxième cas. Je ne sais pas quelle heure il est, Joséphine. On est pile poil. C'est vrai? Merveilleux. Super. Top. Identifier les clients frauduleux. Je vous ai mis quelques tweets. T'es mal à la taille du rat. Non. Il y a énormément de gens, il y a plein de petites astuces sur Twitter ou de gens qui en parlent, qui en gros commandent sur Uber Eats, expliquent qu'ils n'ont pas reçu la commande et se font rembourser. Ce qui a des conséquences pour nous, parce qu'on doit la rembourser, la commande, donc ça nous coûte cher. Et ce qui a surtout des conséquences pour le livreur, puisque là encore, s'il y a une récurrence de courses qui n'ont pas été livrées par le livreur, ça aura évidemment des conséquences à la fin sur son compte. Donc ces personnes n'ont probablement pas conscience de ça lorsqu'ils le font. Et on a du coup, nous, un enjeu extrêmement important qui consiste à, lorsqu'un client fait une demande de remboursement, identifier si c'est une demande frauduleuse ou non. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà fait une demande frauduleuse? T'en as fait? Non, moi, je n'ai pas été remboursé, par exemple. D'accord. Okay. Il faut contacter le support. Parce que je suis souvent le support de mes potes. Ok. Du coup, je vous pose la question. Comment utiliser les données pour savoir si la demande de remboursement est légitime ou non? Alors, je ne vais pas vous donner toutes les clés, parce que je ne veux pas de ce soir que vous commandiez. Yes. Regardez la date de création du compte, parce que souvent, ça peut être des comptes qui viennent juste d'être créés avec des faux numéros de téléphone, etc. Enfin, pas des faux numéros, mais des numéros virtuels. Yes. Smart. Yes, Sacha. Pour aller plus loin, un compte qui a beaucoup commandé, pour plus de l'ancienneté, qui a beaucoup commandé, qui n'a jamais vraiment fait de réclamation. Ça, c'est un score. Ok, donc tout ce que tu as en tête, c'est en gros, tu prends un compte et tu prends un ratio de commandes remboursées sur nombre de enfin, un ratio de commandes remboursées. Ouais, donc en gros, c'est un truc hyper important qu'on regarde, effectivement. C'est on prend le nombre total de commandes réalisées par un client, on regarde le nombre de commandes sur lesquelles il a demandé un remboursement, on divise, ça nous donne un score. Ça, c'est un élément qui est important. Une personne qui a 90% de remboursement de commandes, on aime pas. Yes. Est-ce que, enfin, c'est pas cru, mais est-ce que les livreurs c'est au moins rendu chez la personne? Effectivement, c'est un point important. Pareil, le ratio des erreurs du restaurant et du livreur, et recroiser les trois avec le
clients. Ouais, très smart, effectivement. Je pense que ça qui est intéressant chez Uber Eats, c'est qu'on a une plateforme tripartite. Donc, quand on prend des décisions, on ne regarde pas uniquement ce qui s'est passé sur le compte du livreur, du client, on regarde aussi les autres parties de la marketplace, à savoir le livreur et le restaurant. Bon, le restaurant, dans le cas, la commande n'est pas livrée, c'est moins vrai, plus quand il y a des items manquants, mais c'est un autre cas classique. Mais effectivement, si un livreur n'a pas livré 90% de ses commandes, il ne restera pas sur la plateforme, mais ce serait vraiment un indice très fort de sa fraude. Yes? La photo, ce que je vais avoir, il y a une photo qui peut être demandée. Je ne sais pas si c'est le cas. Ouais, c'est vraiment pour jeter de la friction. On a effectivement demandé maintenant une photo quand je ne t'ai pas fait livrer. Donc, je ne sais pas très bien ce que tu dois prendre en photo. Il y a un hack, parce que tu peux prendre n'importe quoi et ça passe. Ouais, mais c'est juste, ça c'est vraiment c'est une volonté d'ajouter de la friction. Ça, je n'ai pas dit. Yes. Le compte bancaire, parce que la carte est déjà utilisée pour un chargeback ailleurs, même si vous n'avez pas les données. Ouais. Mais il y a des universités numériques qui savent, collaboratifs, qui savent si ce contrat a été utilisé ailleurs. Ok. Non. Si c'est juste un truc à faire, vous n'avez pas. Non, on ne le fait pas, mais c'est intéressant. Yes. Il y a un autre truc que j'ai constaté aussi, c'est la rapidité de déclenchement du remboursement. Ouais. C'est-à-dire que si tu tout de suite, tu commandais, tout de suite tu dis j'ai pas fait le truc, c'est beaucoup plus rapide que si j'attends. Exactement. Ouais, t'as raison. Yes. Une nouvelle application dans le monde de remboursement, celui qui ça va avoir reçu à 18h et 18h. Pour voir remboursement, un peu plus suspect, celui qui fait vraiment une relation en disant qu'il est pas content parce que. Ouais, effectivement. Non, mais c'est plein d'éléments qui sont hyper pertinents et qu'on regarde. Yes. Et aussi, je ne sais pas. T'as jamais commandé Uber Eats? Non, encore. Mais il y a peut-être une différence entre se faire rembourser et qu'on recrédite le compte Uber Eats, ceux qui ont la possibilité sur Uber Eats de dire vous avez du crédit de votre commande. Pas nous. Nous, en gros, quand on rembourse le compte bancaire. Okay. Après, les restaurants, ils peuvent faire des crédits sur le compte Uber Eats. Donc, en gros, tu as une mauvaise expérience avec un resto, il va te filer 10 balles sur ton compte Uber Eats. Dans la mesure où il n'a pas accès à tes coordonnées bancaires. Yes. Un autre moyen, c'est que tu peux dire qu'il manque. Tu peux dire qu'il manque juste un tout petit peu. Par exemple, dans le cas classique, chez McDonald's, yes. Ouais, du coup, moi, non, t'inquiète. Tu identifies la sauce qui va coûter 20 centimes. Ouais. C'est un truc facile à oublier. Ouais. Et donc, du coup, ça peut le remonter. Ouais, c'est un peu un autre cas qui est genre plutôt les demandes de remboursement pour missing item, comme on dit chez nous, plutôt que commande pas livrée. Mais effectivement, sur ce type de commande-là, on demande un détail. Donc là, on demande une photo de la commande, du coup, ça a du sens. Et effectivement, là, on ne va pas rembourser la totalité de la commande, mais uniquement les items manquants. Si vous voulez la petite histoire, ça a changé depuis, donc je peux vous le dire. À l'époque, la valeur de chacun des items n'était pas renseignée dans nos bases, que l'histoire avec McDo. Du coup, s'il manquait une sauce, on remboursait la commande. C'est pas demandé. Et ouais, du coup, ça a été l'objet de discussion avec McDo, on a finalement trouvé la solution. Donc, si je reprends un peu les éléments que vous avez évoqués, je pense que l'élément principal qu'on regarde, c'est le ratio dont parlait Sacha, qu'on va regarder du coup sur le restaurant, le livreur et le client, à savoir le pourcentage de commandes que le livreur, client / restaurant déclare comme non livré, divisé par le nombre total de commandes. Donc ça va donner un pourcentage. Et c'est cette chose-là qu'on va regarder en priorité. Du coup, j'ai une autre question pour vous qui est comment est-ce qu'on fixe ce pourcentage? Qu'est-ce qui est d'après vous un pourcentage frauduleux et qu'est-ce qui n'est pas? Je ne vais pas vous donner le pourcentage en tant que tel, mais je suis curieux de savoir comment vous auriez abordé la question pour déterminer ce seuil au-dessus duquel c'est de la fraude. Yes? Pardon? Ouais. Et ok, très bien. Bah, c'est ça. Bah non, mais c'est exactement ça qu'on fait. Je suis un peu déçu, je pensais que vous alliez. Donc ouais, on fait un écart à la moyenne. Quelle moyenne? J'essaie de creuser, j'ai l'impression qu'il y en a. Yes, quelle moyenne, du coup, tu regarderais?
Ouais, mais en gros, yes, en gros, on le fait au niveau de chaque ville. Donc les villes, ils n'ont pas tous le même taux de remboursement de commande pour des raisons pas très claires. Donc en gros, ce qu'on fait, c'est dans chacune des villes, on a du coup une moyenne de pourcentage de commandes qui ont été remboursées. Et on prend ce pourcentage-là et on applique du coup, enfin, on se base sur cette moyenne-là. Et en fonction de la situation concurrentielle, pour que je sois transparent avec vous, on ajuste le taux dans des villes où c'est assez concurrentiel, on va peut-être avoir tendance à fixer ce taux légèrement en dessous de la moyenne, alors que dans des villes où, au contraire, la concurrence est faible, on va plutôt être plus strict sur le remboursement. C'est l'idée de fixer aussi des seuils en fonction des situations concurrentielles pour en faire un avantage. Yes? Par exemple, les boissons livrées à 22 heures, c'est peut-être souvent un sujet que pas d'unité à livrer dans un magasin de place. Non, c'est pas, on n'a pas, il me semble, cette granularité. On ne fait pas, on pourrait. Ouais, probablement. Donc, du coup, je vous ai parlé de la manière dont, donc effectivement, on regarde donc les ratios qu'on détermine par rapport à la moyenne dans la ville dans laquelle la commande a eu lieu. Donc, on regarde, comme vous comprenez, les restaurants, les coursiers et les clients. Comment est-ce qu'on fait pour un nouveau client? Est-ce qu'on a pas d'historique? Je pense qu'il y a une époque où c'était ça la théorie. C'était quand on était une petite entreprise, qu'on voulait faire de la croissance, c'était bénéfice du doute. Donc en gros, tu étais nouveau, tu faisais une demande de remboursement, on tapait sur l'épaule et on te remboursait. Mais on a maintenant d'autres objectifs, notamment depuis qu'on est entreprise cotée. Donc on est beaucoup plus regardant. La première chose qu'on fait, c'est ça peut-être vous parler, c'est qu'on essaie de savoir d'abord si ce compte est potentiellement un duplicata d'un autre compte qui a déjà été créé, sur lequel il y aurait eu des demandes de remboursement abusives. Du coup, ma question est, d'après vous, comment est-ce qu'on fait pour identifier si un compte client qui a été créé est potentiellement le duplicata d'un autre compte client? Yes? Yes? Adresse? Ok, c'est-à-dire? Adresse qui renseigne sur le compte. Ok. Ou sur la carte. Ouais, adresse de livraison. Yes? Device ID. Ouais, device ID. Ok. Ouais, compte bancaire, on regarde. Vous voyez d'autres choses? Ouais, numéro de. Non, numéro de téléphone, on ne regarde pas parce que je ne peux pas sign up avec le numéro de téléphone. C'est un compte qui a été parrainé. Yes, très malin. On regarde effectivement le compte, le lien de parrainage. Yes? Non. Non, on n'a pas accès à la localisation. Donc effectivement, on regarde toutes les infos que vous avez évoquées. On regarde mon prénom aussi. On regarde effectivement le device. On regarde le compte bancaire. On regarde les adresses IP. Et en regardant toutes ces données, on a un score de concordance qui nous permet de déterminer si c'est un duplicata d'un autre compte. Et au-delà d'un certain score, si le compte originel était un compte frauduleux, on va appliquer du coup la même politique sur le nouveau compte, ça va, on va pas. Yes? Je pense que je ferai des comptes fraudés, j'aurai mon compte à moi possible. Et je ferai un compte. Ouais, non, mais il y a toujours moyen de frauder. Hein, Après, si mon compte fait, si vous faites la personne passe son temps à cause de mon compte, comment on va remboursement en fait. Mais ça remplit pas plus de réfléchissement. Ouais, je pense qu'il y a peut-être un bon enseignement et un bon point. En fait, la fraude, on n'arrivera jamais à capter toute la fraude. On fait tout ce qu'on peut. On essaie de mettre en place plein de choses, mais on a toujours un résidu de fraude et on l'accepte.
pense que c'est un peu comme dans les supermarchés, quand ils font leur compte, ils acceptent qu'il y a un pourcentage de vol. Bah, nous, on sait qu'il y a un pourcentage de fraude. Le seul objectif, c'est de le réduire au maximum. Mais on est lucide sur le fait qu'il y aura toujours des hedge cases qu'on n'arrivera pas à faire. Yes? Du coup, si vous n'avez vraiment aucune autre info, comment vous faites? Bah, je vous repose la question, du coup, c'était la question suivante. Peut-être comme au début, Peut-être, non. En l'occurrence, on en rembourse certaines, mais on ne veut pas toutes les rembourser. Donc, non, on regarde plein de choses. comment c'est enfin, 50-50, Non, il y a d'autres variables qu'on va regarder, qui sont des variables intrinsèques, du coup, au client et à la commande, qui ne sont pas liées à un potentiel autre compte qui existe. Vous avez des idées de ce que pourraient être ces variables qu'on regarderait? La valeur de la commande, c'est une variable qu'on regarde le delta par rapport à la moyenne. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que les commandes qui étaient souvent frauduleuses étaient des commandes qui étaient réduites. Donc ça, c'est effectivement l'indicateur qu'on regarde. Vous en avez d'autres? C'est-à-dire le Big Mac. Je sais pas, parce que comme vous détectez les fraudes, On a un pattern en réalité. On sait que les fraudeurs aiment beaucoup McDo. Donc, ça fait partie des éléments qu'on regarde et qui vont jouer un rôle dans le scoring de la probabilité de fraude. Yes? Non, on n'utilise pas beaucoup pour les clients. Je pense que la levée de bouclier serait trop importante. Mais c'est un sujet c'est intéressant comme proposition. Mais non, on n'utilise pas Motubo pour les clients parce que la raison pour laquelle on le fait, c'est aussi Motubo, c'est pour les raisons légales, réputationnelles, etc. Et on a une obligation légale de mettre en œuvre des moyens pour lutter contre le travail légal. Là, on n'aurait pas d'obligation légale, donc ce serait plus difficilement accepté, à mon avis, par les clients qui verraient, à mon sens, une intrusion dans leur vie privée. Mais c'est un bon point. Vous voyez d'autres choses sur elle? C'est une question. Quand un client est repéré comme fraudeur, qu'est-ce qui se passe? Il va pouvoir le commander? Ouais, on lui tape sur les doigts. Non, il peut continuer à. Donc, non, on lui explique que du coup, il ne pourra pas se faire rembourser. Et c'est tout. Il peut toujours commander. Non, on ne fait pas ça. Non. Mais non, ils pourront toujours commander. Donc, je reviens sur les variables intrinsèques que vous pourriez regarder sur le compte d'un client. Vous allez renseigner son adresse email, il va renseigner ses coordonnées bancaires, il va renseigner son nom, son prénom, potentiellement une photo. Est-ce qu'il y a des choses sur le compte du client qui peuvent être selon vous des indices? Yes? Alors, je ne sais pas si ça rentre dans le cadre de cette fraude-là, mais est-ce que vous comparez le nom qui est sur la carte bancaire avec le nom qui est sur. Non. Non, on ne fait pas ça. Parce qu'on n'a pas de. Enfin, ça voudrait dire mettre en place des règles très compliquées, je KYC, etc. Donc, on ne fait pas pour les clients. Yes? Ouais, ça on va y venir, mais plus sur le compte du client dans un premier temps. les restos. Ah. Les restos préférés. Bah, c'est une première commande, donc il aura aucun. Mais sur les anciens. Ça, on a plein de moyens de le faire. Enfin, c'est les moyens qu'on a évoqués juste avant, donc les restos, c'est pas une moyen qu'on voulait. Ouais. Yes? Ouais, donc on a des blacklists de nom de domaine. En gros, et pour vous guider juste sur les adresses mail, s'il n'y a pas des propositions, je vais dire quelque chose. Le complément d'adresse. Ça, non, c'est pas quelque chose qu'on regarde. Je ne sais pas si ça nous aiderait, c'est intéressant. En gros, ce qu'on regarde, c'est la construction d'adresses email. On a un outil de machine learning qui, pour chacune des adresses email que vous rentrez, associe une probabilité de fraude. Et donc, c'est un indicateur qu'on va regarder. En gros, on a fait tourner des algos ils ont indiqué qu'on a des patterns d'adresses email qui, les comportements observés, c'est que la fraude est plus importante. Donc, on va faire runner ces algos sur les adresses email pour savoir si vous avez une probabilité importante ou non de frauder. Ce n'est pas un élément qu'on regarde seul, mais ça fait partie des variables qu'on fait tourner, qui font partie du modèle. Yes? Ouais. Non, mais comme je disais, c'est pas une variable unique, c'est pas un critère unique.
Ça fait juste partie des choses qu'on va regarder, qui vont nourrir notre modèle, qui nous permettra d'étaler ces offres du bon. Mais effectivement, ce n'est pas un indice infaillible. C'est pour ça que ça fait uniquement partie d'une liste de choses qu'on regarde, mais ce n'est pas la seule chose qu'on regarde. J'ai pensé aux coordonnées bancaires, les choses qui sont, selon vous, un peu douteuses. Pardon? Localisation, non, pas tellement. Ouais, un peu plus spécifiquement, peut-être. Ouais, carte prépayée, c'est très moche en fraude. PayPal, c'est très moche en fraude. Donc, on va regarder ça. Et est-ce que sur le type de commande, le type de device qui est utilisé, vous avez des choses qui viennent à l'esprit? Enfin, je ne peux pas le détecter mais un device qui est utilisé sur un ordinateur. Ouais, ça, on n'a pas. En fait, on peut commander sur web. Donc, c'est plutôt les commandes web qui sont faites via notre site internet. On s'est rendu compte que la probabilité de fraude était beaucoup plus élevée. Donc, sur un compte client en tant que tel, le fait que la personne soit inscrite sur le web, qu'elle passe sa commande sur le web, c'est un indicateur. La construction de l'adresse email peut être un indice. Dès qu'il y a des plus et des chiffres, généralement, c'est assez moche. Il y a le fait qu'on utilise soit une carte prépayée, soit un compte PayPal, c'est pas terrible. Ça, c'est pour les comptes qu'on n'a pas identifiés comme étant des duplicats de France. Et les numéros ne sont pas toujours français, même si on commande en France. Ça, c'est pas un truc qui nous gêne particulièrement, parce que si vous l'étranger qui commande. Par exemple, Je ne sais pas si on l'a peut-être dans le modèle, je n'ai pas envie de te dire de bêtises. C'est vrai que c'est super quand tu me dis, je trouve ça intéressant. il y a beaucoup de numéros virtuels qui sont très peu chers dans notre pays, par exemple la Russie ou des choses comme ça. Ouais. Et du coup, il y a des patterns. Ouais, c'est vrai, c'est un bon point. Je ne sais pas, pour être honnête, si c'est dans le modèle ou pas. Je crois que ça n'est pas. Il faudrait que je vérifie. Ouais, je pense que j'aurais du mal à quantifier les comportements, mais il y a probablement effectivement des comportements que tu décris. Je suppose aussi qu'il y a des personnes qui découvrent Uber Eats en France où Uber Eats est un taux de pénétration qui est probablement le plus élevé du monde. Donc ils ne connaissaient peut-être pas le service dans leur pays et ils le découvrent en France, donc je ne sais pas très bien. Et du coup, donc effectivement, on va regarder pour ces nouveaux clients les informations de ce compte et on va du coup aussi regarder des informations sur la commande en tant que telle. Vous les avez évoquées. Le montant de la commande, c'est quelque chose d'important. S'il est très largement supérieur à la commande moyenne, au panier moyen de commande, c'est un indicateur pour nous. McDo, c'est un indicateur pour nous. La durée après laquelle la réclamation est faite, c'est un indicateur qu'on regarde, c'est un très bon point. Et la longueur du message explicatif, le nombre de caractères utilisés et certains mots-clés utilisés ou non, ça va être des indicateurs aussi qui vont nous permettre de prendre les bonnes décisions. Donc, voilà comment on fait pour identifier une demande de remboursement légitime. J'espère que ça vous a découragé de faire une demande de remboursement légitime. C'était vraiment l'objectif. Et peut-être du coup, une dernière question, et après je suis ravi de prendre tout le temps qu'il faut pour répondre aux questions que vous avez sur ce que je fais, ce qu'on fait chez Uber. C'est d'après vous, le premier cas que j'ai présenté, c'était un peu un cas où on utilisait la donnée pour un peu améliorer, pour combler les défaillances d'un produit, à savoir Mutumbo. Dans ce cas-là, si on inverse un peu la logique, quel type de produit on pourrait, selon vous, mettre en place pour collecter les données qui nous seront utiles pour déterminer si la demande de remboursement est légitime? Okay. Quel produit vous utiliseriez pour collecter plus d'informations qui vous seraient utiles pour déterminer si la demande de remboursement est légitime ou non? Qu'est-ce que vous pourriez mettre en place? La photo, tu prendrais une photo de quoi? Donc en gros, une photo du client avec son ego. Non, c'est un truc qu'on pourrait faire, mais on ne le fait pas. Parce que ça crée des frictions entre les clients et les livreurs. Genre des incidents. Yes? Un tracker dans le sac de commande. Ouais. Ouais, c'est marrant. Mais en fait, ce n'est pas nous qui fournissons les sacs au restaurant, donc ceux qui les financent. Donc ça veut dire qu'il faudrait qu'on ait un système logistique qui consiste à fournir ces trackers à tous les restaurants de France. Et c'est pas possible.
un appel, une voice note, tout est fait. Un appel? En fait, là, du coup, on va imaginer exactement dans la fraude, mettre en place des codes et tout, et là, du coup, si tu appelles, si tu dois faire une voice note, tu as une interaction humaine directe. Ouais, je comprends. C'est qu'en gros, les demandes de remboursement soient plus via une phone line en disant que les gens sont moins susceptibles de mentir à un agent versus. Ouais, et puis après, tu pourrais dire, ça y est, et tu pars, en fait. Il y a une interaction vocale, peut-être que ça, ouais, on le fait pas parce que ça nous coûterait extrêmement cher. Il y a plein de questions. Peut-être que je prends au fond, Sacha. C'est une idée, mais les restaurants, vous demandez au restaurant d'avoir un code couleur peut-être sur les sacs, et derrière, c'est des gens pour en photo dans ce livre. Ouais, c'est pas lié à la fraude, je t'expliquerai tu vois, pourquoi, mais je vois l'idée. En fait, tout ce qui est une photo, en fait, c'est pas terrible une photo, parce que c'est pas un truc qu'on peut queryriser une photo. C'est-à-dire qu'il y a une revue manuelle de la photo. Nous, on aime bien que ce soit des données, comme ça on peut traiter très très gros volumes. Et au-delà de ça, il y a des frictions entre les agents, entre les livreurs et le client, entre les photos. Genre le client se retrouve sur la photo, il dit attends, je comprends pas, j'ai pas de photo, mais c'est quoi ton délire? Donc il y a des incidents, on prend ici. Et ça se queryrise pas, c'est le plus important. Peut-être que ça en redondance, mais chez Frisky, par exemple, il y a un code, il y a un QR code sur le truc, ils le prennent au moment où ils le livrent. Donc, tu peux regarder avec la durée entre le moment où tu as récupéré la commande et le moment où tu as. Il marche comment le code Christine? Comment, je sais pas. Non, je pourrais cocher. Je sais pas, je suis pas derrière lui. Qui a le. Mais le client scanne quand Non, c'est le livreur qui le scanne au moment où il le donne. Au moment où il donne la commande? Ouais, okay. Je pense qu'il regarde à l'heure à laquelle il a scanné tout aussi. Ouais. Bah, ça, c'est pas mal, ouais, parce qu'en gros, c'est un. Ça me plaît bien. Voilà, je prends. Et du coup, yes. Un QR code sur le téléphone du client, ça ne marcherait pas. Bah, ce que fait Frishti ici, ça marcherait. Mais on ne le fait pas, mais ça marcherait. On fait autre chose, mais on fait un truc comme ça. Est-ce que le livreur scanne le QR code quand il le livre directement sur le téléphone? Ouais, c'est pas mal. Ouais. Ah, c'est peut-être ça la clé. Je sais pas quoi faisait. Ouais, après quand t'es client en caleçon, t'as pas trop envie d'envoyer la photo à ça arrive. Faut pas. Hein, mais... Yes, je prends encore deux questions. Je vous parle d'un autre sujet, parce que vous avez, je pense, identifié la solution qu'on a mise en place. Yes. Là, j'ai pris le choix de vous présenter le cas de l'absence. Ben, je vous pose la question, comment vous feriez du coup? En gros, vous feriez exactement la même chose, à peu près. Donc, vous collectez les données, les ratios, etc. de commande incomplète pour l'ensemble des parties. Mais si vous aviez un développement produit qui n'est pas forcément un développement chez Uber, lequel ce serait? Non, juste pour votre information, une commande non livrée, c'est nous qui la remboursons au client. Une commande incomplète, c'est le resto qui la rembourse au client. Du coup, c'est un produit qui doit être développé par les restos. Qu'est-ce que vous pourriez imaginer? À mon avis, c'est complexe, mais c'est ça fait moins cher. C'est quoi, pardon? Je ne suis pas milieu, mais du coup, de mettre des CNC. En fait, du coup, tu auras la capacité, à partir de moyen, de gagner ton sac. Ouais, bah, alors, c'est une possibilité. Ouais. Il y a une autre manière de le faire qui est plutôt celle qui est envisagée par les chiennes. Peser, ouais, exactement. En gros, je passe du coup au slide suivant. Donc, je commence par ça, je montre ça après. En gros, les grosses chaînes de restauration aujourd'hui, personne ne travaille dans une grande chaîne de restauration. Cool. Ça les rend fous de savoir qu'ils doivent rembourser 0,6% de leur chiffre d'affaires ou plus en commande incomplète. C'est des gros sujets de friction avec eux. Ce qui est probablement normal. Ils défendent aussi leur business, donc ça s'entend. Et alors, ils font des erreurs. McDo et autres font des erreurs parce qu'ils traitent énormément de commandes. Enfin, les restaurants qui ont du succès sur Uber Eats, on parle de 300 commandes par soir, en plus des commandes en salle. Donc, il faut gérer ce flux opérationnellement. Et donc, il arrive effectivement qu'ils oublient des choses. Et parfois, il y a effectivement des clients qui font des demandes frauduleuses. Et donc, pour pouvoir identifier les commandes frauduleuses, notamment McDo réfléchit à mettre en place des pèse-sacs. Donc, ils ont le poids de chaque article. Ils pèsent le sac avant de le donner à livreur.
ils enregistrent la data du poids du sac. On a un système d'API qui nous permet, nous, de récolter la data. Et à partir de ça, ça nous permet de savoir si le sac était complet ou non. Et donc, on travaille sur ces sujets avec eux. Et le deuxième exemple, du coup, qui est effectivement pour identifier la remise de la commande au client, c'est un produit qui s'appelle Handshake, qui est un produit, un code à usage unique, qui apparaît du coup sur le téléphone du client. Et le livreur, pour remettre la commande au client, il doit demander ce code. Il doit demander ce code au client et ça permettra du coup la validation de la commande. Est-ce que l'un d'entre vous a déjà reçu ce code? Non? Non. Ok, je crois que ça tombe bien. À qui on l'envoie d'après vous ce code? Ceux qui ont fait les banques, Ouais, on l'envoie effectivement à des pros. Alors, ce n'est pas forcément tous des fraudeurs, mais on l'envoie effectivement à des profils qui ont du coup un ratio de remboursement élevé et qu'on soupçonne d'être des fraudeurs. Ou aux clients qui font leurs 5 premiers ordres. Parce qu'on a justement moins de data qui nous permettent de déterminer avec un niveau de certitude qui est bon le profil du client. Yes. C'est pas pour tout le monde parce que c'est trop friction, sinon. Ouais, ça fait perdre du temps au livreur ouais, ça ajoute de la friction au client. Donc, on a fait ce choix-là, mais on est hyper attentif au taux de succès ce produit a un nom aussi, ça s'appelle Handshake. On est très attentif au taux de succès et on ajuste régulièrement les seuils en fonction aussi de nos objectifs de rentabilité du mois. C'est alors tout ce que j'avais à vous présenter. Est-ce que vous avez d'autres questions sur Uber Eats en général, ou sur comment est-ce qu'on utilise la donnée? Enfin, ravi de prendre toutes les questions. Yes. Moi, j'ai une question sur ton métier en soi, c'est quoi? J'imagine qu'il n'y a pas de quotidien, mais alors c'est quoi ton quotidien? Ouais, donc comme je disais, je m'occupe de tous les sujets relatifs aux livreurs pour la France. Donc je gère par exemple ces sujets, non ça va pas Twitter, je gère les sujets de lutte contre la fraude, mais je gère des sujets qui sont beaucoup moins analytiques. Donc en gros, quand je résume ma roadmap, je la résume en 3 grands piliers. Le premier, c'est gérer l'onboarding des livreurs. Donc c'est nous qui construisons toute l'architecture technique qui permet l'onboarding des livreurs à distance, en s'assurant de lutter contre la fraude, qui est un enjeu important. Alors, je gère aussi le dialogue social avec les livreurs. Tous les ans, on organise une grande consultation nationale des livreurs. On a un survey qu'on envoie et on organise une centaine de tables rondes partout en France. Et on tire des enseignements de ces rencontres et ça détermine un certain nombre d'actions qu'on met en place. Par exemple, cette année, un des retours de la consultation, c'est le fait que les livreurs étaient victimes de discrimination. Et donc, c'est pour ça qu'on a initié un workstream autour du sujet qui va se traduire, par le lancement d'une protection qui va venir accompagner et payer les frais juridiques des livreurs qui sont victimes de discrimination s'ils souhaitent porter plainte. Donc voilà des sujets concrets sur lesquels je peux t'aider à avancer. Le lancement de ce produit, ça a été suite à ces réunions avec les livreurs qui disaient qu'ils avaient le sentiment de pouvoir être désactivés de manière injuste parce qu'il y avait des clients qui faisaient des demandes de remboursement frauduleuses. On a pris le sujet, on a bossé avec les ingés, on a sorti ce truc-là. Donc voilà, c'est à partir des retours des livreurs, comment est-ce qu'on fait pour répondre à leurs problématiques et leur offrir la meilleure expérience possible. Et enfin, le dernier pilier de mon job, c'est d'anticiper les risques les risques qui pèsent sur le business qui sont liés aux livreurs. Il y en a énormément. Évidemment, la question du statut des livreurs. La vente de la drogue. La vente de la drogue, ouais. Le marché noir. Il y a plein de choses. Il y a les véhicules motorisés, le statut des livreurs. Il y a plein de sujets. Et mon objectif, c'est de mettre en place des choses pour essayer de protéger le business. Tu disais que tu étais chez Uber avant, mais vous avez scindé en deux ou vous êtes toujours, vous travaillez sur les mêmes problématiques, notamment pour l'inscription des chauffeurs ou des... Non, on est 2 boîtes différentes. Avec les mêmes outils? Ouais, on travaille avec les mêmes outils. Vous partagez quand même des informations Peu. Typiquement, l'onboarding des livreurs, c'est le même que... Non, il est très différent, parce que les contraintes juridiques pour devenir chauffeur sont beaucoup plus lourdes que pour devenir livreur. Mais on échange, on partage le même building, pas le même étage. Donc on échange, mais il y a une petite rivalité. Et moi, je suis un peu Judas parce que j'étais chez Ride et je suis passé chez Eats. Il y a des choses de données aussi entre les deux. Les tables sont accessibles à tout le monde, donc je peux queryser les tables Ride. Yes. On a un outil, c'est très bien foutu, on a une espèce d'annuaire des tables. Donc en gros, tu tapes n'importe quoi dans l'annuaire et ça te sort toutes les tables que tu peux queryser. Avec toutes les colonnes, tu peux queryser les exemples de data et tout.
Non, c'est super bien foutu, c'est data book. Yes. Est-ce que vous avez des équipes qui essayent d'infiltrer, par exemple, des réseaux qui proposent des services de remboursement dans une forum? Non, pas trop sur la partie client. Après, sur la partie livreur, c'est plutôt moi qui me charge de ces infiltrations avec mes gros sabots. C'est jamais très efficace d'ailleurs, c'est jamais abouti à rien, mais ça nous excite pendant une demi-journée. Donc non, on ne fait pas trop ça. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, on sait qu'il y aura de la fraude, on peut pas. C'est beaucoup d'énergie dépensée sur des cas comme ça, et à l'arrivée, ça aboutit jamais à grand-chose. Donc non, on ne le fait pas trop. Yes. Je fais des informations faussées pour inciter les gens à utiliser des techniques vraiment flag. Non, je ne suis pas aussi malicieux. Non, je ne crois pas. En tout cas, je ne connais pas les techniques les plus poussées pour frauder, probablement. C'est toujours un peu le risque avec la fraude, c'est comme le dopage dans le sport, être toujours en avance par rapport au process. Donc, je ne les connais pas. Mais si tu as des pistes, je suis toujours ravi d'explorer. Les données utilisateurs sont mutualisées, c'est-à-dire faire frauder et exploiter sur Ouais. Yes. Donc là, il est exactement le même. Non, en gros, c'est un bannissement de compte et un bannissement de compte. En gros, il y a dans nos bases de données, vous avez uniquement une seule ligne pour votre compte Uber et votre compte Uber Driver, et le bannissement est du coup au niveau du compte, et donc ça concerne à la fois Eats et Rise. Non, mais Eats, t'as pas mal, non, pardon, là, en effet, mais donc là, ce que j'appelle le ban, ce n'est pas le ban officiel, sur quelque chose de l'application, c'est le ban des remboursements. Ouais. Tout à l'heure, tu évoquais ta relation avec les équipes produits et que parfois c'était assez difficile de faire passer certaines émotions. Du coup, ça m'intéressait un peu de savoir quelle était la relation chez Uber Eats entre justement la partie data et la partie produit. C'est compliqué. Les équipes produits, elles sont déjà toutes aux États-Unis. D'accord. Donc, il faut se connecter tard sur les Zooms, c'est la première étape de notre collaboration. En vrai, c'est compliqué de bosser avec eux parce qu'ils sont très loin du business. C'est le cas, je pense, de toutes les équipes produits, mais ils ne connaissent pas très bien le business en tant que tel. Donc, il faut réussir à les convaincre, en tout cas les spécificités locales du business en France. Donc, il faut réussir à les convaincre de l'intérêt. Le meilleur moyen de le faire, ce sont des gens qui sont très data-driven. Donc, c'est de build des cases sur l'intérêt du développement du produit, l'impact que ça aura. La chance que l'on a, c'est que la France est un des plus grands marchés du monde, que ce soit sur la partie RAT et sur la partie Eats. Donc, on est d'autant plus capable de les convaincre. Puis après, on a des petites techniques. C'est que dans le leadership d'Uber Eats, c'est beaucoup de Français. Le CEO au monde d'Uber Eats, c'est l'ancien CEO France d'Uber Rides. Donc, on le connaît un peu personnellement. Donc, le moyen le plus simple de faire accepter un truc par produit, c'est quand il dit un mot dans le All Hands Global. Donc, il faut lui envoyer quelques éléments de langage. Mais l'escalation, c'est quand même le plus efficace de se faire prioriser le reste du produit. Une question, parce que Fred, tu représentes toutes les personnes qui travaillent par exemple derrière la fraude. Il y a combien de personnes avec toi? En France, on est sur la partie coursier, on est 2. Et alors c'est un de mes sujets, mais on est 2. Et sur la partie client, c'est une personne qui passe dessus. Donc, du coup, à 2, vous avez travaillé sur toutes les règles de fraude. Ouais. Yes. C'est ce qu'il faut pour gérer ça de façon plus ou moins automatisée. Ouais, tout est automatique. Tout est automatique. On fait juste du monitoring de nos métriques pour vérifier que tout fonctionne bien. Mais on ne revoit aucun cas manuel, évidemment. Enfin, en gros, on parle de chaque semaine de centaines de milliers de cas. Ou la plateforme d'automatisation, c'est pas ton collègue qui a mis en place. Dans quel sens? Parce que là, il y a tout un tas de règles qui tournent de manière automatique. C'est pas à nous qui nous a mis en place tout. On a bossé. Non. En gros, nous, on a défini les règles. Après, on a l'automatisation des paiements, par exemple, dans Stop Concurrent. Ça, c'est les équipes paiement à partir des règles qu'on a définies. Yes. Pour en revenir à Mutombo, pour maximiser la détection de fraude, j'imagine que c'est un combat avec le produit. Pourquoi vous ne rendez pas ça obligatoire à chaque prise de commande par exemple? Moi, je suis assez pour d'être un peu plus offensif sur la fréquence à laquelle on fait. Après, en gros, on a plutôt une approche qui consiste à dire soyons le plus précis possible et augmentons la fréquence uniquement de ceux
qui ont des comportements qui nous laissent penser qu'ils ont fraudé, plutôt que de demander à tout le monde, plutôt que ajouter et créer des frictions pour l'ensemble des livreurs. C'est plutôt comme ça qu'on voit le truc. Mais bon, ça se débat. Ça se débat. Merci beaucoup. On pourra le mettre sur le Slack aussi et le partager à tous les Très deux. bien. Avec plaisir. Trop bien, merci à tous.